Good day, ladies and gentlemen. You're welcome to this midday bilingual newscast over 4U television with me, Njix Nabise, and with Yungale Boukéa. Bon après-midi. Bon après-midi, Njix Nabise. Bon après-midi à vous également, mesdames et messieurs. Démarrons cette édition au Sénégal. L'opposition accuse le pouvoir d'avoir bourré les urnes et falsifié les procès-verbaux dans plusieurs localités. Elle a donc demandé le 3 août à Dakar la suspension de la publication des résultats des élections législatives prévues ce 4 août 2022 après-midi pour examiner ces plaintes à la suite d'irrégularités et des fraudes. Rappelons que les camps du pouvoir et de l'opposition revendiquent chacun la victoire aux législatives du 31 juillet 2022 qui vise à renouveler les 165 sièges à l'Assemblée nationale largement contrôlée par la coalition présidentielle. Écoutons à cet effet certains opposants qui s'expriment à ce sujet. Nous n'accepterons pas cette tentative de confiscation du vote. J'en appelle au président Macky Sall, car à un moment donné, un homme doit savoir être grand. Demandons au président de la Commission nationale de recensement des votes de suspendre la publication des résultats prévus ce jeudi pour permettre à l'intercoalition d'examiner les résultats bureau de vote par bureau de vote. Nous pouvons même le faire en séance publique pour que le peuple sénégalais puisse constater avec nous les irrégularités qui sont inadmissibles. Il y a des procès-verbaux qui n'ont aucune signature, ni de l'administration, ni des représentants des coalitions, et il est inacceptable que ces procès-verbaux soient validés. Au Mali, les autorités aéroportuaires ont ordonné le départ dans un délai de 72 heures des forces étrangères d'une base de l'aéroport Modibo Keïta nommée Sahel Aviation Service SARL. Cette décision vivement saluée intervient quelques semaines après l'arrestation des 49 soldats ivoiriens liés à cette base. Reportage. 72 heures, c'est le délai accordé aux forces étrangères présente sur la base de la société Sahel Aviation Service, présente à l'aéroport Modibo Keïta de Bamako pour quitter le territoire malien. C'est l'essentiel à retenir de la correspondance signée le 1er août par le directeur du dit espace aéroportuaire, le colonel Lassena Togola, qui a annoncé cette évolution dans les relations difficiles que les autorités maliennes entretiennent avec les sociétés d'aviation de sous-traitance de la MINUSMA. Les autorités aéroportuaires précise que contrairement aux activités autorisées par la Convention qui lie l'aéroport à la dite base, celle-ci effectue l'accueil et l'hébergement des forces étrangères dans un hôtel avec d'autres commodités. Une décision compréhensive selon de nombreux observateurs. Cette décision s'inscrit dans la logique des mesures de sécurité préventive qui s'inscrit aux côtés des autres décisions précédentes, en l'occurrence l'interdiction de la rotation des militaires étrangers en terre malienne et bien entendu bien d'autres décisions. Ce n'est que quelque chose de logique, c'est une conclusion ou bien un développement en droite ligne avec la détérioration de la confiance avec les partenaires étrangers qui davantage se présentent comme une menace sérieuse pour la sécurité. La partie malienne ajoute que cet état de fait engendre des risques pour la sûreté intérieure de l'État et constitue une violation des obligations contractuelles de la base. Une crise de confiance est donc installée entre les autorités aéroportuaires et cette base suite à l'arrestation des 49 mercenaires qui étaient venus au compte de la base en question. L'opportunité de cette décision est effectivement vérifiée parce que ces mercenaires ivoiriens qui sont arrivés par l'aéroport te portent à croire qu'il s'agissait d'une mission clandestine de forces spéciales qui avait pour but de perpétrer un coup dans la capitale Bamako. Maintenant que ces derniers ont été mis aux arrêts et que l'exploitation semble avancer, la décision qui a été prise de retirer tous les agents extérieurs tient également au fait que certainement il s'agit du résultat de cette exploitation, mais aussi des nouveaux développements, notamment les attentats manqués à Kati et l'ensemble des forces qui menacent la sécurité du Mali actuellement.
du Mali au Niger. Le général Bruno Barat est le nouveau commandant de la force française Barkhane. Ce diplômé de l'école spéciale militaire de Saint-Cyr succède ainsi au général Laurent Michon qui assurait le commandement des troupes françaises dans le Sahel jusqu'ici. Quoi, Papa Djipa? C'est en fin de matinée ce mardi 2 août 2022 que le chef d'État du Niger, Mohamed Bazoum, recevait le nouveau commandant de la force Barkhane, le général Bruno Barat, officier des forces spéciales, ancien commandant des forces spéciales de l'armée de terre, diplômé de l'école spéciale militaire de Saint-Cyr en France, prend la relève du général Michon en pleine réorganisation de la mission de l'armée française dans la région. Le général Bruno Barat, nouveau commandant des forces spéciales françaises au Sahel depuis une semaine, est donc venu remercier le président de la République du Niger pour l'appui que fournit ce pays d'Afrique de l'Ouest à la France dans le cadre de la réarticulation du dispositif Barkhane. Pour rappel, chassée du territoire malien par les autorités de transition, l'armée française est contrainte de sortir tout son matériel accumulé pendant plus de 8 années d'opération, notamment plus de 6000 conteneurs assortis du Mali et beaucoup de convois nécessitant énormément de trafic car s'étalant parfois sur pas moins de 10 km, la seule solution pour le faire, d'après les propos du général Bruno Barat, était un passage sur le sol nigérien. Une partie de tout ce matériel devant transiter par le nord-ouest du Niger, proche de la frontière malienne. Cette installation officielle de Bruno Barat, qui coïncide avec le retrait des forces françaises au Mali, marque aussi la fin de la mission du général Laurent Michon, ancien commandant de la force Barkhane, qui récemment, au cours d'une conférence de presse à Ouagadougou, où il faisait le point sur l'opération de désengagement en cours au Mali et la nouvelle articulation au Niger, annonçait déjà que les effectifs des militaires français passeront de 4000 à 2500 hommes environ. Nous sommes en RDC à présent. Le gouvernement congolais a demandé aux Nations Unies le départ de son porte-parole en RDC selon une correspondance adressée par le ministre congolais des Affaires étrangères Christophe Lutundula à la chef de la MONUSCO Bintou Keita Guéné pour plus de précisions. Après Olivier Salgado au Mali, c'est au tour de Mathias Gilman d'être expulsé de la République démocratique du Congo. Le gouvernement appréciera beaucoup que des dispositions soient prises pour que Mathias Gilman quitte le territoire congolais dans le plus bref délai, a donc écrit le ministre congolais des Affaires étrangères Christophe Lutundula à la chef de la MONUSCO Bintou Keita. Une décision qui fait suite aux récents événements enregistrés dans le pays où 36 personnes ont perdu la vie et 150 autres blessés dans des manifestations anti-MONUSCO dans la province du Nord Kivu. En attendant l'aboutissement de l'enquête, des témoignages pointent du doigt les casques bleus de la MONUSCO d'être les auteurs de cette tuerie de masse d'une population civile qui n'a fait que réclamer ses droits conformément à la constitution congolaise. Le climat est donc tendu et la présence de Mathias Gilman sur le territoire national n'est pas de nature à favoriser un climat de confiance mutuelle et la sérénité si indispensable entre les institutions congolaises et la MONUSCO. Présente en République démocratique du Congo depuis 1999, la mission onusienne est vivement critiquée depuis 2019 par des mouvements pro-démocratie et quelques élus locaux. Ils reprochent entre autres à la MONUSCO de refuser de combattre la centaine de groupes armés actifs dans l'Est congolais. Le second tour des législatives au Congo s'est tenu le 31 juillet dernier avec un succès sans surprise du Parti congolais du travail qui a rajouté 9 sièges aux 102 qu'il avait déjà raflés au premier tour. Ces législatives étaient donc l'occasion pour l'opposition de démontrer lequel des partis est le plus prisé. Bégoudé Madana. Au premier tour, le Parti congolais du travail, PCT en abrégé, du président Sassou Nguesso, avait obtenu 102 sièges sur 151. Vote qui n'avait pas glané grand nombre d'électeurs. Sur 986 inscrits, à peine plus de 100 ont rempli leur devoir de citoyen. Le deuxième tour a été l'occasion pour le PCT de rafler 9 sièges de plus. C'est donc une victoire renversante et sans surprise de l'ancien parti unique, contre 7 sièges seulement pour l'Union des démocrates humanistes, UDH-UKI en abrégé, qui équivaut au même nombre d'élus que l'Union panafricaine pour la démocratie sociale, qui demeure la première formation de l'opposition. Le vote du deuxième tour, qui s'est tenu le 31 juillet, a opposé dans le sud-ouest du pays
Claudine Mounari et Jacqueline Lydia Mikolo, il a plutôt affiché parité pour les deux camps. Au lendemain du premier tour du 10 juillet, il restait encore 14 candidats en ballottage. L'enjeu de ces législatives demeurait le taux de participation et la dernière affiche qui permettrait de déceler le parti d'opposition capable de faire le poids à l'Assemblée nationale face au PCT. Ce qui a sorti du lot l'ancienne dirigeante de la Fédération de l'opposition, Claudine Mounari, avec près de 50% de suffrages au premier tour face à Mikolo du gouvernement en place. Même si l'opposition a su se battre, et plus seulement, dans le sud-ouest, le PCT, parti au pouvoir depuis 1977, s'en est sorti plus obèse. C'était tout, mesdames et messieurs, pour la première partie. Njix Nabissé. Thank you, Ngale Ibukeya. Good day once more, ladies and gentlemen. You're welcome to the second segment of this midday bilingual newscast. We kick off with Ghana, where Ghanaian President Nana Akufo-Addo has called for slavery reparations to the African continent as well as the African diaspora. He was speaking at the Reparations and Racial Healing Summit, as you tell us, Moni Manu. Speaking at the Reparations and Racial Healing Summit on Monday, August 1, President Akufo-Addo said these reparations were long overdue and needed to be intensified. He questioned double standards in the debate when it came to other races and ethnic groups that were wronged historically. According to the president, Native Americans have received and continue to receive reparations. Japanese American families who were incarcerated in internment camps in America during World War II received reparations. Jewish people, 6 million of whom perished in the concentration camps of Hitlerite Germany, received reparations including homeland grants and support. He also complained that all the owners of enslaved Africans received reparations to the tune of £20 million sterling, but enslaved Africans themselves did not receive a penny. Haiti also had to pay reparations amounting to $21 billion to French slaveholders in 1825 following the Haitian Revolution, whilst reiterating that no amount of money can restore the damage caused by the transatlantic slave trade and its consequences, which have spanned many centuries. The president stated that nevertheless it is now time to revive and intensify the discussions about reparations for Africa. Indeed, the time is long overdue. He thus asked participants at the summit not to overly concern themselves with modalities for the payments of reparations, but rather work to establish unequivocally first the justice in the call of reparations. The president added that even before these discussions on reparations conclude, the entire continent of Africa deserves a formal apology from the European nations involved in the slave trade for the crimes and damage it has caused to the population, image and character of the African to the world. We now take you to Somalia, where the former Al-Shabaab leader Muska Rebel has been made religion minister in the country of President Mohamud Hassan. This announcement was made on August 2nd by Somalia's Prime Minister Hamza Barre. Mwanzi Joyogo tells us more. The Somalian government has appointed former deputy leader and spokesman for the Al-Shabaab Islamist group as religion minister. Prime Minister Hamza Barre announced on August 2nd. The nomination comes as a surprise for many, as Mokhtar Rebel has been on a 4-year house arrest after falling out with former President Muhammad Abdullahi. Mokhtar, now 53, publicly deserted from the Al-Qaeda-linked militants in August 2017. The United States government at one point offered a $5 million bounty for his capture. Rebel was arrested in late 2018 under the grounds of raising an army in Baidoa, the capital of the southwestern Bay region, and undermining stability. These happened days before he was scheduled to run in regional elections. His designation comes barely weeks after recently elected President Hassan Sheikh Mohamud hinted at his government's willingness to negotiate with Al-Shabaab. The Islamic group has waged a bloody insurrection against Somalia's fragile central government for 15 years and remains a potent force despite an African Union operation against the group. The August 2nd appointments include a deputy prime minister, 25 ministers, 24 state ministers and deputy ministers in a 75-member team with parliament due to vote on the nominees.
The newly born government already has a host of challenges to tackle, including a looming famine and the Islamic insurgency. A crippling drought across the Horn of Africa has left about 7.1 million Somalis, nearly half the population, battling hunger, with more than 200,000 on the brink of starvation, according to UN figures. From one country to the next, and I'll take you to the Democratic Republic of Congo, where the UN force MINUSMA has admitted that some of its peacekeepers had opened fire for unclear reasons, highlighting that arrests had already been made. The following report has the details. The United Nations force MINUSCO has admitted that some of its peacekeepers have opened fire for unexplained reasons, highlighting that arrests had already been made. The United Nations Chief Antonio Guterres has said he was outraged after 2 people were killed and several others injured when the UN peacekeepers opened fire during an incident in the Eastern Democratic Republic of Congo on the Uganda border over the weekend. Guterres in a statement said he was saddened and dismayed to learn of the shooting. The Secretary General, lamenting on what happened, stressed in the strongest terms the need to establish accountability for these events. The MINUSCO personnel involved in the incident will be detained, a decision the UN chief welcomed from his special representative in the Democratic Republic of Congo. An immediate investigation will be opened to assess what went down. A video of the incident shared on social media showed men, at least one in police uniform and another in army uniform, advancing towards the immobilized UN convoy behind a closed barrier in Kasindi, a town in the eastern DRC Benin territory on border with Uganda. As we speak, the DRC has condemned the unfortunate incident that led to the death of 2 of the country's compatriots and 15 others wounded, according to Preventional Tool. We stay in the Democratic Republic of Congo, where a military delegation has been sent to the town of Benin, northeast province of the country, due to its present chaotic atmosphere. Mwanze Joyogo once more. A Congolese military delegation has been sent to Benin, a town found in the northeastern Democratic Republic of Congo. The delegation is deployed just 2 days after 3 people died and several were injured after UN peacekeepers opened fire on civilians in Kasindi at the border with Uganda. Few days after the July 31st incident, the UN issued a statement saying its soldiers opened fire for unknown reasons and forced their way through. The president of the Benin Urban Youth Council said they want the UN to cover medical care for the victims. UN Secretary General Antonio Guterres said he was outraged by the shooting and called for an investigation into the Kasindi incident, while President Felix Tshisekedi chaired the crisis meeting. In addition to Kasindi, other deaths were reported in Goma, Butembo, Uvira, and Kayabayonga. The Congolese government said it would convene a meeting with MONUSCO to re-evaluate their withdrawal. Over 30 people have died in the course of the protests in the North Kivu province. The demonstrators are denouncing the failure of the UN's mission to protect people from foreign and local armed groups' attacks. Overall, the situation is still chaotic in this region. To wrap up the second segment of this newscast, we take you to the Gambia, where 6 Gambian athletes who had been training in Paris for a year for the Commonwealth Games have missed out on the 100 meters after visa issued kept them from arriving in time. What could have been the reason for the late issuing of their visas? You tell us, Moni Manu. Gina Bass, one of Gambia's top athletes, missed the women 100 meters heats as she was held up in France along with 5 other competitors. With issues reportedly resolved, the runners were set to arrive the UK on Tuesday. It's unclear why their applications had not been finalized before Monday. According to Mr. Bakari Badje, Gambian Sports Minister, approval came on Monday night, but it has proved too late for the 100 meters heats. Missing out on the male heats were sprinters Embrima Kamara, Adama Jema, Aliu Juf and Sengan Jobe. It means they are ineligible for the latter stages of the 100 meters discipline. Judo competitor Abdul Rahman Sise is the 6th member of the group who has faced visa difficulties.
Other athletes who traveled directly from Gambia took part in the opening ceremony in Birmingham last week. Gambia's Minister for Sports Bakari Badji said after missing the 100 meters, they will still have time to do the 200 meters and that he's happy they are finally here. Ms. Bass and 2 other athletes had been granted travel clearance to arrive without a visa on Tuesday morning, while the remaining 3 set to pick up visas in Paris and will travel later that day. The 200 meters heats are going to be held on Thursday. Ladies and gentlemen, that will be it for the second segment of this midday bilingual newscast over 4U Television with Minjix Nabse. Over to you, Ngale Ebukia. Eh bien, vous l'avez compris, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce bulletin d'information bilingue sur 4U Télévision. Restez en compagnie de nos programmes.